Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI, secrétaire général de la CGT. On va regarder les unes de ce matin qui, évidemment, se consacrent toutes à la mort de Bernard Tapie hier matin. Alors regardez, par exemple, Le Figaro. Le Figaro, c'est La rage de vaincre. Le Parisien, Le Battant. L'équipe, à jamais le boss. Tonalité différente à la une de Libération avec un tapis grave. Toutes affaires cessantes. Évidemment, c'est une référence aux affaires judiciaires qui l'ont poursuivi une bonne partie de sa vie. Lequel de ces tapis vous retenez, Philippe Martinez? Si vous voulez, je comprends l'émotion des supporters de l'OM, parce que Marseille a fait rêver les Marseillais et la France, mais derrière, c'est un homme d'affaires peu scrupuleux, et puis beaucoup de licenciements lors de rachats d'entreprises pour 1 franc à l'époque symbolique. Donc c'est plutôt ce côté patron peu social qui pensait d'abord à gagner beaucoup d'argent. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une interview qu'il donne à David Pujadas. C'était le 7 janvier 2019, sur LCI bien sûr. On est en pleine crise des Gilets jaunes. Et David lui demande, qu'est-ce qui a changé entre l'époque de votre enfance où vous étiez pauvre et heureux et aujourd'hui? Écoutez sa réponse. Ce qui a changé, c'est qu'il y avait des partis politiques qui faisaient leur vie et leur existence au service de ceux qui étaient pauvres. C'était le Parti communiste, qui pesait 20% des voix. Toutes les municipalités communistes avaient des cours de musique, des cours de sport, des cours de théâtre, gratuits, comme c'était fait dans les pays de l'Est. Moi, j'ai appris le violon, mon frère a appris le piano, on a fait tout un tas d'activités sportives, parce que les municipalités, à l'époque, faisaient ça. Maintenant, tout est payant. Et j'ai été heureux, pour revenir à ce que vous disiez, parce que notre bonheur était placé là où il faut le placer, c'est-à-dire la famille, les enfants, la piscine gratuite, la musique gratuite. Un jour, je vous parlerai de ce que c'est dans les familles immigrées, mais peu importe, c'est pas le sujet. Avouez que c'est surprenant de vous entendre dire. Est-ce que c'est pas plutôt Bernard Tapie, parce qu'à l'époque, il y avait des perspectives et qu'on avait le sentiment que si on était pauvre, son enfant serait plus riche que soi. Écoutez bien, l'état dans lequel je suis me permet de vous dire, je veux bien qu'il y ait des pauvres, mais vous savez que les pauvres, qui sont pauvres, ils ferment leur gueule, ils sont cachés et ils pleurent. Ils sont même pas sur les ronds-points. Vous voyez? Il faut savoir ça. Il y a des pauvres qui sont en dessous le seuil de pauvreté, qui n'ont pas de quoi bouffer, qui font les poubelles. Donc, que les gilets jaunes se plaignent à juste titre d'une mauvaise répartition, d'une mauvaise distribution. Mais parlons pas de la misère. Parlons pas de la misère. Il y en a une. Et celle-là, je peux vous garantir qu'il faudrait un jour qu'on s'en occupe, parce que je suis malheureux de savoir qu'il y a 5 millions de gens qui sont en dessous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Voilà. C'était un peu long, mais je voulais vous montrer la mue entre le tapis des années fric et puis celui-là, qui à l'époque des Gilets jaunes, et d'ailleurs il les avait reçus, etc., bon, a des accents, selon vous, de sincérité. Il partage des combats que vous avez. Vous pourriez dire ça ou pas? Je ne sais pas. Il a sûrement été marqué par son enfance où la solidarité, ça voulait dire quelque chose. Ouais, mais c'est quand même l'homme. Communiste. C'est quand même l'homme qui a prôné l'individualisme, comment réussir sa vie, et souvent au détriment des autres. Donc voilà, peut-être qu'en vieillissant, il est devenu sage. Vous n'achetez pas, comme on dit vulgairement. Vous n'achetez pas son discours sincère. Sa vie, son expérience de chef d'entreprise, d'homme d'affaires, a montré tout le contraire. Philippe Martinez, l'actualité. C'est demain la première grève nationale depuis la rentrée, cette rentrée 2021, sur les salaires, la réforme de l'assurance chômage, le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de mots d'ordre. Vous espérez quoi de ce mouvement? Quel est votre objectif? Le premier objectif, c'est que cette colère dont tout le monde constate sur les questions de pouvoir d'achat, salaire, sur les questions d'emploi, conditions de travail, eh bien, il y a eu beaucoup, c'est la première journée interprofessionnelle, mais il y a beaucoup de mobilisation, je pense, dans la santé, dans les métiers de la santé, les aides à domicile. Eh bien, tout ça s'exprime plus fortement parce qu'on a besoin de réponses urgentes maintenant, sans attendre, par exemple, des échéances électorales. Quel est l'objectif de cette journée? Vous espérez faire bouger quoi? Sur qui? Sur quoi? Bien, donner confiance à ce monde du travail qui souffre,
aux chômeurs qui vont être victimes de la réforme de l'assurance chômage. Donc tout ça, il faut que ça s'exprime. Et vous savez très bien que quand il y a du monde dans la rue, quand il y a du monde de mobilisé, ça pèse sur les décideurs et notamment le patronat et le gouvernement. Et donc vous n'avez pas un objectif très précis. Vous ne dites pas par cette... Dites-moi. Précisément, l'augmentation du SMIC ne suffit pas. Il faut un coup de pouce, comme on dit, parce que c'est indispensable. Deuxièmement, vous l'aurez ? Plus il y aura de monde, plus on aura de chances de l'avoir. Vous l'aurez ? Plus il y aura de monde, plus on aura de chances de l'avoir. Le retrait de la réforme... Vous savez que vous ne l'aurez pas ou vous pensez que... Mais vous savez, il y a eu des spéculations sur d'autres mobilisations. Et puis, quand il y a beaucoup de monde dans la rue, le gouvernement peut changer d'avis. Ça, c'est pardon, vous faites allusion à la réforme des retraites. Par exemple. Ouais. Par exemple. Vous espérez une mobilisation ? Parce que Laurent Berger, la semaine dernière, a dit ça mobilise peu. Pourquoi est-ce que la CFDT ne s'associe pas à LFO ? La CGT, il a dit ça mobilise peu. Voilà, laissant entendre que, par exemple, la réforme de l'assurance chômage, ils avaient perdu la bataille de l'opinion. Vous avez perdu la bataille de l'opinion. Pas du tout. Pas du tout. Laurent Berger dit ce qu'il veut. Nous pensons que les mobilisations, et d'ailleurs, dans de nombreuses entreprises, il y a des syndiqués CFDT qui participent aux mobilisations. La mobilisation, ça laisse toujours quelque chose. Premièrement, de la solidarité dans les entreprises, et puis ça influe sur des décisions. Donc oui, il y a besoin que les privés d'emploi se mobilisent contre cette réforme de l'assurance chômage. Et la bataille n'est pas terminée. Voilà des objectifs très précis. En matière d'emploi, il y a de nombreuses entreprises où les emplois sont menacés. Par la mobilisation, on peut changer les choses. C'est pas mobiliser pour mobiliser. Manifester, vous dites... Vous savez, on peut ne rien faire. Ouais. On peut ne rien faire. Et là, on est sûr de perdre et de rien obtenir. Vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses. On peut viser juste aussi. Quand vous avez fait votre recours devant le Conseil d'État pour la réforme de l'assurance chômage, tous syndicats réunis, vous avez obtenu effectivement un frein, une suspension. Sur la forme. Vous savez que sur le fond, ce n'est pas encore jugé. Il y a un recours sur la forme et sur le fond. Donc voilà. Il y a un nouveau recours qui va tomber cette semaine de l'ensemble des syndicats. Que vous allez déposer cette semaine. Cette semaine, puisque le décret est tombé jeudi, il fallait avoir le décret pour pouvoir faire ce recours. Et puis, vous l'avez noté, cette fois-ci, il y a tous les syndicats. Il en manquait un la dernière fois. Cette fois-ci, il y a tous les syndicats qui font un recours. Mais je pense que ce recours doit s'accompagner de mobilisation. Et donc, j'invite tous les privés d'emploi à se mobiliser demain. Ouais, et vous espérez quoi ? Que le gouvernement qui, entre guillemets, selon vous, passe en force pour imposer cette réforme qui est mise en œuvre depuis le 1er octobre, la retire ? Mais j'entends beaucoup de discours sur le dialogue social, sur l'écoute. Du président de la République, par exemple. Il faut écouter les Français, etc. Quand l'ensemble des syndicats sont contre une réforme, on écoute qui ? Et puis cette réforme, elle est injuste. Au moment où il y a de plus en plus de pauvreté, de misère, on va plonger encore plus d'1 700 000 chômeurs dans la misère. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut agir rapidement. Justement, à propos de pouvoir d'achat, c'est intéressant parce que le gouvernement veut répondre aux accusations d'avoir aggravé les inégalités et il a fait travailler Bercy, la direction du Trésor, pour faire des calculs de toutes ces mesures, leur impact, quelles qu'elles soient, y compris la réforme de l'assurance chômage, depuis 2017. Et ce matin, dans Les Échos, on lit le résultat. Je vous le lis. Au final, les gains de pouvoir d'achat seraient supérieurs à au moins 1,8% pour toute la population. La hausse la plus forte, plus 4%, concernant les 10% des ménages les plus modestes. Écoutez... Le gouvernement veut convaincre qu'il a travaillé. Il fait de la communication, oui, le gouvernement. Mais moi, je regarde l'ensemble des études et tout le monde dit que les inégalités se sont accrues durant, y compris cette période de pandémie. Il y a de plus en plus de pauvres. Et les pauvres sont de plus en plus pauvres, et les riches sont de plus en plus riches. Vous savez, c'est le problème des moyennes. On fait une moyenne, et puis on trouve des statistiques. Cette étude, elle est malhonnête ? Elle est biaisée ? C'est de la communication, d'abord. Elle est... mais Bercy dit qu'ils ont pris toutes les mesures, y compris l'impact de la réforme de la chômage. C'est-à-dire qui, effectivement, fait baisser le pouvoir d'achat. Quid des études de la Fondation Abbé Pierre ? Quid des études du Secours populaire ?
Enfin, vous voyez bien dans la rue, devant les associations caritatives, les queues pour les étudiants, devant les restos-rue ou devant des associations. Ça, c'est de la communication. D'autres études, et nombreuses études, montrent que les inégalités se sont accrues et que la pauvreté grandit dans ce pays. Donc pour vous, Emmanuel Macron reste le président des riches? Des très très riches, oui, des très très riches. Vous avez noté que durant cette pandémie, les 37 parmi les 40 plus grandes entreprises françaises ont dégagé 57 milliards d'euros de bénéfices en 6 mois. Et après, on chipote pour donner un coup de pouce au SMIC, parce que les deuxièmes lignes, ils sont payés comme avant la pandémie, malgré tous les bons mots et les gentillesses qu'ils ont pu entendre. À partir de quoi, de quels indicateurs vous estimerez que vous avez réussi votre coup, entre guillemets, c'est pas un coup, vous aurez réussi votre mot d'ordre de grève et de mobilisation demain? Moi, je ne suis pas un statisticien. Je pense qu'il y a 160 environ rassemblements et manifestations. Donc, il faut du monde, beaucoup de monde dans la rue. Vous espérez combien de personnes? Il faut mobiliser combien? Le plus Oui. possible. Je vous réponds toujours ça. Je ne suis pas un pronostiqueur de participants aux manifestations. En tout cas, il faut une grosse mobilisation, c'est-à-dire toute la colère qu'on ressent dans les entreprises, parmi les privés d'emploi, chez les jeunes. Eh bien, il faut que demain, elles puissent s'exprimer plus fortement dans la rue. À Paris, vous serez à Paris, vous, à la tête d'un cortège, oui, normalement, oui. qui part de République jusqu'à l'Opéra, sauf erreur. Un peu plus loin même, je crois que ça va jusqu'à Saint-Augustin, mais le préfet de police de Paris a eu des difficultés. Il y a un petit bras de fer avec le préfet de police sur le parcours parisien. C'est traditionnel avec ce préfet, il n'y a pas qu'avec les manifestants de la CGT qu'il y a un bras de fer. À chaque fois qu'il y a des manifestations, il est quand même le spécialiste d'embêter le monde. Pourquoi? À votre avis, pourquoi il veut vous empêcher d'aller où? Il a mis des freins sur beaucoup de propositions de parcours que nous lui avons proposées. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est son habitude. Vous avez une idée, non? C'est son habitude. 30 000 personnes, 40 000 personnes à Paris, par exemple, c'est ça votre ambition? Plus, ça serait mieux. C'est-à-dire 50 000? Par exemple, plus. Vous espérez 100 000? Le plus possible, oui, je vous ai dit. On ne va pas discuter 10 minutes sur les chiffres. Raison, parce que ça peut ne pas marcher. Donc, il vaut mieux ne pas donner d'objectifs chiffrés. Non, c'est pas ça. Le plus possible. Je vous dis, il y a de la colère, et cette colère, elle doit s'exprimer. Vous la trouvez vive, cette colère? Vous la sentez comment? Vous l'analysez comment? Parce qu'on sait que les braises existent toujours après la révolte des Gilets jaunes. Mais il semblerait qu'il y ait une forme peut-être de résignation ou... Non, je vous dis, il y a beaucoup de conflits. J'étais la semaine dernière dans une entreprise, une filiale de Dona, vous savez, qui font les sandwichs sous plastique. Les salariés sont en grève maintenant depuis 18 jours parce qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat, des salaires, et ils sont mobilisés à 80%. Et vous voyez, la direction refuse de négocier. Et on a un ministère du Travail qui fait comme si ça n'existe pas. Donc il y a les belles paroles sur il faut augmenter les salaires, il faut des négociations de branche, et puis il y a la réalité. Donc des mobilisations comme ça, il y en a beaucoup dans notre pays. Les mobilisations de branche, et ce à quoi appelle le gouvernement pour augmenter les salaires? Oui, mais il appelle. Vous savez, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Par exemple, le SMIC vient d'augmenter. Peu, mais il a augmenté. Et on nous dit, maintenant, il faut négocier dans les branches. Pourquoi il n'y a pas automaticité entre relever les minima de branche au niveau du SMIC? Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Il suffit d'une loi. Certains vont attendre 8 mois, 10 mois avant que leur minima repasse au-dessous du SMIC. C'est pas normal. Il n'y a pas besoin de négociation. Ça devrait être automatique. Voilà ce que pourrait faire. Donc là, le gouvernement n'intervient pas suffisamment fortement. Il dit pour imposer aux branches qui sont sous les SMIC. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. De le faire. Et là, vous lui dites, il faudrait le faire. Il faut une automaticité. Ouais. Quand le SMIC augmente, toutes les branches dont les minima démarrent en dessous du SMIC devraient être automatiquement relevées. Voilà, ça c'est de sa responsabilité. Sinon, c'est des discours pour dire je vous écoute, mais aucune obligation pour le patronat. Donc il ne fait pas assez dans ce qui concerne... C'est le moins qu'on puisse dire. Il pourrait forcer la main. C'est le moins qu'on puisse dire. Il pourrait forcer la main des entreprises qui négocient à la branche. Exactement. Et vous lui demandez. Qu'est-ce que vous pensez du débat politique actuel à 7 mois de la présidentielle? Il y a besoin justement de mobilisation pour que les questions sociales, qui sont présentes dans le débat politique, mais pas suffisamment, elles soient encore plus présentes. Les salaires, les questions d'emploi, l'industrie, les services publics, il y a besoin
que les salariés se mobilisent, parce qu'on ne peut pas se contenter de personnes qui nous disent « votez pour moi ». Je réglerai vos problèmes après mon élection. Vous savez, c'est un discours qu'on a entendu souvent. Mais si je vous pose la question, et vous le savez bien, c'est que dans le débat actuel, c'est pas vraiment la question sociale qui domine. C'est la question identitaire. Il y a les questions sociales, on parle beaucoup des salaires, les questions environnementales devraient être beaucoup plus présentes dans le débat politique. C'est-à-dire comment on conjugue les questions sociales et les questions environnementales, parce qu'à la CGT, nous considérons que les deux vont de pair. Voilà des sujets qui mériteraient beaucoup plus de débat dans le débat politique pour les présidentielles. Et la question identitaire, c'est un mauvais sujet de débat ou pas? Oui, c'est un très mauvais sujet. C'est pas un sujet qui préoccupe les Français? C'est un sujet qu'on veut imposer aux Français, comme on a souvent voulu leur imposer dans l'histoire de notre pays. Vous savez, quand il y a des problèmes économiques et sociaux... Vous ne pensez pas qu'il y a des problèmes qui sont liés quand même on dit beaucoup qu'il y a une angoisse existentielle des Français face justement à l'identité. Et il y a différentes réponses. Oui, il y a surtout une angoisse pour finir les fins de mois, d'abord. Il y a surtout une angoisse pour ne pas finir à la rue. Ça c'est des angoisses que moi, je croise pratiquement tous les jours. Et on essaye de détourner le débat, comme on l'a fait régulièrement dans l'histoire de notre pays. Si vous n'avez pas de boulot, c'est la faute des étrangers. C'est uniquement une diversion pour vous. C'est pas une question de fond qui mérite des réponses et des débats publics. C'est d'abord une diversion, mais c'est aussi des vieux relents racistes. Quand quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois pour racisme a, j'allais dire... un aura, en tout cas une place aussi importante dans les médias. C'est celui dont on ne dit pas le nom, ou vous pouvez dire Zemmour? Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Vous pouvez le citer, Bien sûr. Zemmour est un raciste, un révisionniste. Eh bien, il y a des lois qui devraient s'appliquer pour ce genre de personnes. Et des lois pour l'empêcher de parler? Révisionnisme, c'est... Est-ce que le révisionnisme n'est pas condamnable par la loi? Dire que Pétain a sauvé des Juifs... Il a été condamné. Dire que Pétain a sauvé des Juifs, est-ce que c'est l'histoire pour encouragement à la haine raciale? Je vous le répète, est-ce que dire que Pétain a sauvé des Juifs, ce n'est pas du révisionnisme? Eh bien, ça devrait être condamné par la loi. Cela n'a pas été fait encore. Est-ce que la CGT veut porter plainte contre Éric Zemmour? C'est pas son rôle. La CGT, elle défend les travailleurs sans papier qui viennent contribuer aux richesses de ce pays. Ça, c'est un acte fort de la CGT, de défendre les immigrés comme l'ensemble des citoyens de ce pays quand ils sont victimes d'injustice. Et Zemmour, il faut lui taper dessus au risque de contribuer à le mettre en scène, ou il faut ne pas en parler? Avouez qu'il est suffisamment mis en scène ces derniers temps. Mais trop? Certainement, oui. Et puis, on pourrait dire, à chaque fois qu'on parle de lui, comme je viens de le faire, on pourrait rappeler qu'il a été condamné pour racisme et que c'est un révisionnisme. Toute dernière question qui nous ramène à la question sociale. Édouard Philippe, dans Challenge, a dit que pour régler la question des comptes publics, il fallait passer à l'âge légal, 65, 66, 67 ans. Bonne contribution au débat, ça aussi? C'est un vieux débat, mais si M. Édouard Philippe a envie de travailler jusqu'à 90 ans, il a le droit. Par contre, pour la majorité de ceux qui travaillent dans des conditions pénibles, nous proposons la retraite à 60 ans. Il y a d'autres moyens. Une provocation de la part de l'ancien Premier ministre? C'est sûrement une conviction personnelle, c'est pas nouveau, il l'a déjà dit. Mais il a qu'à en parler aux aides-soignantes ou au personnel des EHPAD pour savoir si elles veulent, parce que c'est souvent des femmes, travailler jusqu'à 70 ou 75 ans et avoir le même âge que leurs résidents et pour s'occuper d'eux. Voilà, il y a la vraie vie, puis il y a les désirs d'Édouard Philippe. Mais en politique, c'est vrai que l'âge de la retraite est beaucoup plus tard que pour le monde du travail. Merci Philippe Martinez. Vous. Pour vous, je ne sais pas quel est l'âge de la retraite pour un dirigeant. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible? Vous ne vous représentez pas? On en parlera le moment venu. Mais ça veut dire, c'est déjà un élément de réponse. On en parlera le moment venu. Vous savez, je suis comme l'ensemble des travailleurs, il faut que j'ai mes trimestres cotisés, vous voyez. Et je viens du privé. Merci Philippe Martinez d'avoir été avec nous.